Grace Mugabe peut être tranquille. L'épouse de l'ancien président Robert Mugabe, visée par un mandat d'arrêt de la justice sud-africaine, ne sera pas extradée du Zimbabwe. L'armée burkinabé a tenu à Ouagadougou son deuxième congrès scientifique portant sur le service de santé des armées du Burkina Faso. Objectif, revoir la politique sanitaire du ministère de la Défense du Burkina. Les Gilets jaunes inspirent d'autres mouvements ailleurs qu'en France. À Lisbonne, au Portugal, une centaine de personnes se sont réunies vendredi sur la place de Maquis de Pombal. Leurs revendications étaient diverses. Les autorités du Zimbabwe ont décidé vendredi qu'elles n'extraderaient pas l'ancienne première dame vers l'Afrique du Sud. Grace Mugabe est accusée d'avoir frappé la mannequin Gabriela Angels à l'aide d'une rallonge électrique. L'incident s'est produit à Johannesburg en 2017 dans un hôtel de luxe du quartier des affaires Sandton où se trouvaient ses deux fils. Au moment des faits, elle bénéficiait encore de l'immunité diplomatique. Le vice-ministre zimbabwéen de l'information a déclaré qu'il n'est pas amusant de la voir harcelée ou maltraitée et que les décideurs n'apporteront pas leur soutien à son extradition. Le tribunal de Hamburg a en effet émis le mandat d'arrêt contre l'ex-première dame du Zimbabwe le 13 décembre pour coups et blessures graves. Elle était une visiteuse régulière de l'Afrique du Sud et s'était attiré le sobriquet de Gucci Grace pour son style de vie et ses achats extravagants. En 2009 déjà, Grace Mugabe aurait bénéficié d'une immunité à Hong Kong après avoir frappé un photographe britannique qui l'avait prise en photo dans un hôtel de luxe. L'armée burkinabé mène la réflexion autour de son système de santé. Durant 2 jours, les congressistes ont beaucoup échangé sur plusieurs sous-thèmes. Conférences, communications et symposiums ont été dispensés lors de ce congrès scientifique sur le service de santé des armées avec comme objectif adapter le service de santé des armées pour parer à toute éventualité dans un contexte de lutte contre le terrorisme et d'attaques djihadistes. Les capacités d'accueil sont limitées, les plateaux techniques sont parfois limités, ce qui nous impose parfois des évacuations sanitaires. Et c'est pour cela que nous avons demandé la mise en œuvre du projet d'hôpital d'instruction des armées avec des équipements adéquats, la formation du personnel avec notre école du service de santé des armées, ce qui permettra donc à nos structures de santé des forces armées de faire face à tout événement, à toute attaque, à tout afflux de blessés, afin que nous soyons au plus proche de nos hommes et que nous puissions donc maintenir le moral des troupes et maintenir les effectifs. Avec l'Union africaine, nous allons travailler à avoir un hôpital de campagne au plus près des opérations. Et ce sera au service de santé des armées de nous dire où il faut implanter cet hôpital de campagne. Ça, c'est quasiment sûr. Maintenant, pour l'hôpital d'instruction des armées, je pense que l'étude de faisabilité a bien commencé. Rappelons que la création d'une école au service de santé des armées est l'une des grandes recommandations de ce congrès de Ouagadougou. Rendez-vous a été pris en 2020 pour le 3e congrès. Les militants de la Lucha crient leur mécontentement dans la rue à Goma, en RDC. C'est à la suite du report des élections générales au dimanche 30 décembre. Destiné à désigner le successeur du président Joseph Kabila au pouvoir depuis près de 18 ans, ces élections qui devaient se tenir le 23 décembre étaient très attendues ici. Ça nous a choqués de voir que ça fait plus de 2 ans depuis 2016, qui sont en train de préparer les élections, mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas l'aboutissement. On se pose la question de savoir s'il y a vraiment la volonté que les élections aient lieu ou pas. Au dire de la Commission électorale nationale indépendante, le report des élections générales a été décidé car le processus électoral a reçu un coup dur avec l'incendie d'un entrepôt de l'institution le 13 décembre à Kinshasa. De plus, la CENI affirme avoir commandé en Corée du Sud 5 millions de bulletins pour ces machines à voter qui n'arriveront en totalité que samedi à Kinshasa.
À tous ces blocages, il faut ajouter la mort de 6 personnes, dont le crash d'un avion Antonov 26 affrété par la CENI. On était tous préparés pour les élections. Alors le report des élections, nous ne savons pas quelle magouille est en train de se préparer, surtout au sein du gouvernement, pour que les élections se changent comme ça. Du côté du parti d'opposition Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, on prend acte du report des élections, mais on reste vigilant. Il y a élection le 30, vous allez voter massivement pour le camp du changement. Il n'y a pas élection, on vous appelle tous à une mobilisation générale jusqu'au départ de Joseph Kabila. Au pouvoir depuis 2001, le président congolais, dont le dernier mandat s'est officiellement achevé en décembre 2016, restera aux affaires, selon la CENI, jusqu'à l'installation effective d'un nouveau président élu. En attendant la tenue des élections que Kinshasa veut organiser sans l'aide financière, ni l'appui logistique de ses partenaires étrangers occidentaux, ni de leur mission d'observation électorale, la campagne électorale s'achève ce vendredi conformément au calendrier initial. Plus de 3 millions de Togolais se sont rendus aux urnes ce 20 décembre pour élire 91 députés afin de renouveler leur parlement, et ceci conformément aux feuilles de route de sortie de crise indiquées par le communiqué final du 53e sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Lomé le 31 juillet 2018 dernier. Le vote, qui s'est déroulé dans le calme et sous haute surveillance des forces de l'ordre, n'a connu de grande affluence par endroits que dans l'après-midi. Dans la capitale togolaise, à l'école primaire publique de Batomé, les 10 bureaux de vote ont ouvert à cette heure locale. À 16h, le bureau de vote numéro 9 bloque l'entrée de la salle avec une table-banc. C'est la fin des opérations, selon la consigne reçue de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Certains citoyens venus après 16h se sont vus refuser le droit de vote. C'est l'heure du dépouillement. Heureusement, tout s'est bien passé, ça a été calme et puis les électeurs sont venus faire leur devoir civique correctement et voilà, nous sommes à la fin. Non, il n'y a pas eu d'incident, comme je le dis, tout s'est bien passé, tout était tranquille et calme et les électeurs aussi étaient très compréhensifs. On vient de terminer avec le dépouillement, donc on rend grâce à Dieu quand même. À l'absence de la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition ayant boycotté tout le processus électoral, les autres formations de l'opposition ne pèsent pas grand-chose devant le parti au pouvoir. Malgré le mot d'ordre de boycott lancé par la C14, le scrutin s'est déroulé sans incident. La CENI dispose de 6 jours après le scrutin pour proclamer les résultats provisoires. La date de la tenue des législatives bissau-guinéennes est enfin officiellement connue. Elles sont fixées au 10 mars prochain, soit 4 mois après la date initialement prévue. L'annonce de la nouvelle date a été faite via un décret publié en fin de journée par la présidence de la République de ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest. Ces élections doivent permettre de mettre fin à la crise que traverse la Guinée-Bissau depuis l'éviction en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre, Domingo Simeo Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel le président appartient également. Un accord conclu le 14 avril à Lomé au sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice dans la crise, avait abouti à la désignation d'un premier ministre de consensus chargé de conduire le pays aux législatives dont la date avait été fixée au 18 novembre. La semaine dernière, la CEDEAO avait pressé les autorités de Bissau à fixer une nouvelle date avant son prochain sommet qui se tient samedi à Abuja, en souhaitant que le scrutin se tienne avant la fin du mois de janvier. Le représentant pour l'Afrique de l'Ouest du secrétaire général de l'ONU, Mohamed Ibn Chambas,
avait lui aussi exhorté le 28 novembre les autorités bissau-guinéennes à fixer une date précise pour les législatives et ne pas continuer chaque fois à les repousser. Lors d'une consultation menée ces derniers jours par le Premier ministre Aristide Gomes, une majorité de partis se sont prononcés pour la date du 10 mars, alors que les 17 et 24 février avaient également été évoqués. Sans surprise, les premiers résultats aigrenés jeudi par la commission électorale ont fait monter la température dans les états-majors des partis politiques engagés dans le scrutin, surtout le deuxième tour à Madagascar. Le dernier comptage publié jeudi portait sur le dépouillement de 18% des bureaux de vote, représentant près d'un quart des près de 10 millions d'électeurs inscrits. Il accordait une nette avance à Rajoelina avec 54,6% des suffrages contre 45,4% à son rival. Si les résultats correspondent bien avec le contrôle et aussi ce que nous allons faire de plainte, j'accepte. Mais si le résultat ne correspond pas avec le processus démocratique, non. Faute de détails sur leur provenance, notamment géographique, ces chiffres préliminaires ne permettaient pas de décider une tendance fiable. Mais ils n'ont pas empêché les deux candidats, dès mercredi soir, de proclamer leur victoire. La CENI a promis de livrer ses premiers résultats significatifs après Noël. Jusqu'à leur publication complète, la bataille des chiffres s'annonce longue et crispée. Dès la semaine dernière, Makravalomanana avait mis en garde contre la circulation de fausses cartes d'identité et fausses cartes d'électeurs. Conforté par les premiers scores publiés, l'entourage d'André Rajoelina a répondu en accusant à son tour celui de son adversaire de fraude et de manipulation. Depuis des semaines, leur duel aux airs de règlement de compte a occulté le débat sur l'insécurité, la corruption et surtout la pauvreté du pays, un des moins avancés sur le continent africain et dans le monde. Ils sont évalués à environ 1200 les détenus désormais libres de leur mouvement au Bénin. Une libération conditionnelle motivée par arrêté signé du ministre béninois de la Justice. Dans le lot des mises en liberté figurent en bonne place les grossistes répartiteurs de médicaments. Les intéressés devront payer tout de même une caution de 10 millions de francs CFA. Cette décision du ministre intervient après que les avocats des grossistes aient saisi le ministre de la Justice pour plaider une telle cause. Pour rappel, les grossistes répartiteurs ont été interpellés dans le cadre de l'opération Pangea 9 lancée par le gouvernement béninois contre la vente des faux médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, les faux médicaments tuent environ 1 million de personnes chaque année dans le monde. En Afrique, 30 à 70% des médicaments seraient faux. Un trafic qui draine du beau monde. Au Bénin, selon une étude du ministère de la Santé, c'est près de 6 000 personnes qui seraient impliquées dans le commerce de faux médicaments et 85% de la population qui consomme ces produits.